Dominique de Villepin, merci beaucoup d'être ici avec nous cet Merci de après-midi. m'accueillir et merci à toutes et tous d'être là. Et je rappelle simplement le titre de votre dernier ouvrage. Il va s'agir de ça essentiellement cet après-midi. Et le dernier témoin, c'est un roman paru chez Plomb. Et une petite question avant de commencer. Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous avez écrit ce roman ? Dans un état d'esprit propice à l'écriture, sans quoi je pense que je ne l'aurais pas écrit, mais un peu particulier parce que désireux d'écrire quelque chose de différent. En fait, c'est ça qui m'animait. J'ai écrit souvent des livres d'histoire, des livres de réflexion politique, des ouvrages de poésie, mais je n'avais jamais publié un roman ou quelque chose qui ressemble à un roman, parce qu'en fait, ce que j'avais plutôt en tête, c'est écrire quelque chose ressemblant à un conte. J'ai gardé de mes lectures d'enfance un souvenir très vif des contes et nouvelles de Voltaire, et en particulier de Candide. Donc je me suis dit, tiens, raconter quelque chose qui serait à la fois un voyage où les héros ne seraient pas tout à fait des héros, mais où il y aurait une morale à la fin, ça serait une histoire que j'aurais envie de raconter. Donc voilà, c'est l'envie de raconter quelque chose de différent qui m'a fait partir dans cette direction. Et d'ailleurs, dans la préface, dans l'ouverture de votre livre, vous dites poésie, histoire politique, ma quête reste toujours la même. Donc ça fait partie d'un tout ça, cette écriture et cette façon d'aborder aussi une certaine réalité et aussi d'aborder l'avenir, parce que on peut le dire, c'est un roman d'anticipation quelque part. Oui, c'est un roman pour essayer de comprendre ce qui pourrait se passer, et ce qui pourrait être l'avenir de l'humanité. Mais mon point de départ, c'est vrai que c'est toujours le même, c'est une question. Et dans le fond, que l'on pose des questions, qu'on s'interroge pour comprendre notre avenir politique, notre avenir économique, l'avenir des communautés humaines confrontées aux crises, qu'on s'interroge sur les péripéties de l'histoire. C'est toujours pour essayer de comprendre les mécanismes, les enchaînements, la place de l'homme et du destin dans ces enchaînements. Et là, je suis parti d'une question qui est et si le pire arrivait, que se passerait-il? Et dans le fond, derrière cette question, il y avait l'envie d'essayer de toucher davantage du doigt ce qu'est l'humanité. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Et dans le fond, pour essayer de comprendre ce qu'est un homme, je me suis dit, la meilleure façon, c'est de se placer dans la position la plus désespérée, celle où il n'y a plus rien, celle où il n'y a plus de nature, celle où il n'y a même plus d'humanité, pour voir ce qu'un homme acculé et dans une position quasi désespérée, qui est celle de sa disparition, pourrait être amené à faire. Et c'est comme cela que je suis arrivé à ce héros dominant, cette figure dominante qui est celle de l'arbre. Pourquoi un arbre, justement? Alors justement parce que je pense que quand tout a disparu, quand tout est fini, quand tout est achevé, quand les humains ont fini de se détruire les uns les autres, le dernier témoin, celui qui est le plus susceptible de parler de nous, celui qui nous a le plus regardé, celui qui nous a le plus contemplé, celui qui nous a le plus étudié, disséqué, c'est l'arbre. L'arbre nous a vus vivre. L'arbre est le dernier témoin de notre humanité. Mais surtout, ce qui m'a intéressé, et c'est là où il y a un phénomène de miroir, c'est que l'arbre porte en lui tous les stigmates de l'humanité. À la fois nos excès, à la fois nos désirs, nos appétits, nos amours. Combien de jeunes amoureux ont été inscrire leur prénom ou leur cœur sur les arbres. Donc toute la folie des hommes et en même temps toute la générosité des hommes s'imprime sur les arbres. Et là, j'avais des images très fortes en tête. J'avais bien sûr l'image des arbres dépendus de Jacques Callot, la fameuse gravure. J'avais aussi des images de Max Ernst sur les forêts pétrifiées. Donc ces images où l'arbre, tout à coup, devient le symbole de cette humanité, le symbole de l'humain, où l'humain s'imprime. Et dans le fond, celui qui pourrait le plus nous dire ce que nous sommes, qui nous sommes, eh bien, c'est un arbre qui resterait et qui aurait gardé ses empreintes et ses images de nous. Mais en même temps, on se pose la question de l'écorce qu'il peut avoir chacun de nous. Et on peut se demander de quelle écorce vous êtes fait, vous, Dominique de Villepin. Je ne sais pas si vous vous posez cette question-là. Oui, mais ce qui m'a surtout intéressé, c'est de quelle écorce les hommes et les femmes, de quelle écorce l'humanité est faite. Et l'acteur central du livre, c'est bien sûr l'arbre, mais c'est aussi le temps.
Et le temps, à travers une expérience singulière quand j'étais... Et les voyages aussi. Le temps, le voyage, c'est vrai, mais le temps comme point de départ. J'étais secrétaire général de l'Élysée et j'ai eu la chance d'être nommé pendant 2 ans président de l'Office national des forêts. Et c'est assez singulier de passer du bureau élyséen à côté du président de la République aux grandes allées forestières de nos forêts. Et là, j'ai découvert cette chose extraordinaire. Bien sûr, les arbres. J'ai toujours aimé la nature et les arbres, mais surtout les hommes qui s'occupent des arbres, les hommes et les femmes qui s'occupent des arbres. Et toute la journée, je travaillais avec des hommes et des femmes qui vivaient dans les 5 prochaines minutes. Monsieur le secrétaire général, il y a une catastrophe, il faut absolument que vous nous disiez ce qu'il faut faire. Très bien. Alors là, on prend une décision, on va voir le président, on fait une réunion, on essaye de décider sur ce qui doit se passer dans les 5 prochaines minutes. Puis tout à coup, je me retrouvais dans ces forêts de France, un peu partout, avec des hommes et des femmes, eux, qui se préoccupaient de ce qui allait se passer dans 1 siècle, 2 siècles. Et je me suis dit, en les regardant, qu'il y avait sans doute une clé très forte du bonheur dans la capacité à se projeter sur un temps long. Quand on vit dans les 5 prochaines minutes, c'est très difficile d'être heureux. Lorsqu'on fait la politique, on vit souvent... Oui, c'est pour ça que les hommes politiques ne sont pas toujours des hommes ou des femmes heureuses. Mais dans la vie, quand on est capable de penser qu'on s'inscrit dans l'histoire longue, que ce qu'on fait doit avoir vocation à avoir du sens, non pas dans les 5 minutes, mais pour 1 an, pour 5 ans, pour 10 ans, ce qui peut-être donne une explication au bonheur très particulier des grands-parents. Élever des enfants, c'est très difficile, on le sait tous. On se coltine avec un enfant qui est le vôtre et on doit l'éduquer, on doit le réprimander, on doit lui donner l'exemple. Être grand-parent, c'est tout à fait autre chose. Parce qu'on a une liberté de choix dans le rapport à l'enfant qui permet de l'apprivoiser, qui permet de lui expliquer des choses qui ne se situent pas dans mets pas ton doigt dans la bouche, ne mange pas ta soupe proprement, c'est pas le sujet. Il n'y a plus d'interdit avec les grands-parents. Non, mais surtout, il y a un temps plus long. Oui. C'est, tu sais, moi, il y a 20 ans, quand j'étais ceci, cela, voilà ce que j'ai appris. Et puis toi, quand tu seras grand, on est dans un temps beaucoup plus long. Et le temps plus long permet beaucoup plus de douceur dans les rapports humains, beaucoup plus de tranquillité, beaucoup plus de sérénité. Le rythme cardiaque des gens qui vivent dans le temps long est beaucoup plus lent. Et je pense que les intendants des forêts, ceux qui vivent au contact des forêts, ils ont cette chance de ne pas passer d'un rythme cardiaque à 180, puis à 120, puis à 60. Ils sont dans un rythme beaucoup plus tranquille. Il y a une sérénité de la nature qui est contagieuse. Et dans le fond, vous me disiez dans quel état d'esprit j'étais, j'avais envie de cette sérénité-là, même si le livre est traversé par quelques infortunes. Et d'ailleurs, oui, on ne va pas parler d'infortune tout de suite, mais en même temps, il a la sérénité aussi de l'écriture, qui permet aussi de raconter, de dire pas mal de choses à l'intérieur d'un roman. Et chacun voit un midi à sa porte lorsqu'il lit un roman, parce que chaque lecteur a une lecture différente. Mais ce qui m'intéressait, entre autres, et il est beaucoup question des racines, beaucoup question des feuillages, beaucoup de questions des branches. Et on se pose la question, qu'est-ce qui est le plus important? Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut formuler la question, si c'est les racines ou c'est les branches. C'est une vraie question, parce que j'ai essayé de me mettre dans la peau de mon héros, c'est-à-dire d'un arbre. Et, vous voyez à ce que j'ai fait référence aussi. C'est pour ça que je fais référence dans le livre au ciel d'en haut et au ciel d'en bas. Et c'est vrai que le livre démarre sur la catastrophe, mais très vite, on rentre à l'intérieur de l'arbre. Et l'arbre qui grandit, c'est une double expérience. C'est l'expérience de la croissance vers le haut, donc vers un vide en haut, qui est toujours plus plein de lumière. Et c'est la croissance vers le bas, qui est une sorte de trou noir qui aspire. Donc il y a à la fois le vertige d'en haut et le vertige d'en bas. Et en même temps, il y a ce temps qui passe à travers le cycle des saisons, où chaque saison est une nouvelle naissance ou une nouvelle mort. Et c'est en cela que l'arbre a une supériorité sur nous, c'est qu'il meurt en hiver, et le passage des saisons est donc une vraie métamorphose. Et c'est une des clés que j'essaye de pousser à travers mes différents ouvrages, qu'ils soient historiques ou poétiques ou politiques. C'est l'idée qu'il y a un bonheur particulier dans la vie à être capable de métamorphose. La capacité que l'homme ou la femme a à se changer conditionne sa capacité à se dépouiller et donc à être heureux.
j'ai essayé d'expliquer dans d'autres ouvrages politiques, par exemple, pour expliquer l'épopée de Napoléon Bonaparte, comment la métamorphose était la clé de sa chance ou de son infortune. La capacité de se changer permet une nouvelle vie. Et le fait d'avoir vécu 3 années en Inde m'a permis de découvrir à quel point, pour ceux qui croient au cycle des vies, à ces naissances et à ces renaissances, il y avait là une chance, un optimisme par rapport à la vie, et en même temps une acceptation. On est entre fatalité et volonté, mais qui ouvrait des bonheurs possibles tout à fait extraordinaires. Et donc, la capacité à changer de peau, à changer d'être à travers des métamorphoses, à se dire qu'il n'y a pas de fatalité, à être comme on est, et qu'on peut se changer. Ça, je crois que c'est très profondément ancré dans le livre, parce que l'arbre fait cette expérience. La différence entre l'arbre et l'homme, c'est que l'homme, une fois qu'il meurt, c'est a priori fini. Et c'est pour ça que j'ai toujours pensé que l'homme, s'il était capable de mourir pour renaître, meilleur, eh bien, il s'ouvrait alors une infinité de possibles extraordinaires. Mais en même temps, il y a une question fondamentale de votre livre. Peut-on renaître de ses cendres ? C'est effectivement une des grandes questions, avec la conviction que j'ai depuis toujours que la réponse est oui, bien sûr. C'est même cela qui fait que la vie est formidable. Si on devait essayer de toucher du doigt ce qui illustre la possibilité d'un espoir dans la vie, c'est bien la possibilité d'une renaissance, c'est bien la possibilité de l'autre, c'est bien la possibilité d'un ailleurs. C'est cela, à mon avis, qui fait qu'on a toujours intérêt à se confronter aux frontières, toujours intérêt à aller jusqu'au bout du chemin qu'on vous a dessiné. Jamais intérêt à rester confortablement installé dans son fauteuil, à attendre. Oui, je crois qu'il faut bouger, se remettre en cause, d'où, et c'est mon point de départ, d'où l'idée que la question est toujours plus importante que la réponse. Moi, je reste farouchement convaincu que dans la vie, ce sont les questions qui sont importantes. À la limite, on peut vivre sans réponse, mais on ne peut pas vivre sans question. La question, c'est ce qui crée le mouvement, c'est ce qui crée le désir, c'est ce qui crée la volonté de changer, c'est ce qui crée la volonté de bouleverser l'ordre du monde. La réponse, elle n'est que partielle, elle n'est que temporaire et elle n'est que lacunaire. La question, c'est le moteur humain. Et il y a beaucoup de questions que vous posez dans ce livre-là, mais en même temps, je pense que toujours les questions les plus importantes, c'est celles du public qui sont ici dans la salle. Ça, c'est clair. Donc, et je pourrais continuer parce que j'ai plein de défis, j'ai lu les livres, et si vous avez des questions, sont tout à fait les bienvenues. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. Alors, ce qui m'a particulièrement marqué dans votre livre, c'est tout d'abord les hommes et surtout leur peur, leur angoisse et même leur colère vis-à-vis de l'arbre. L'arbre qui reflète un petit peu l'humanité qu'ils n'ont pas connue. Ils deviennent même violents vis-à-vis de cet arbre. Alors il y a un philosophe qui a dit, et on voit ça paradoxalement à la fin de votre livre, parce que cette colère, après, se transforme une fois, enfin, c'est l'idée que j'en ai eue, une fois qu'ils se rendent compte de ce qu'ils sont, ça se transforme en quelque chose de positif. Et ce philosophe avait dit, dont le nom m'échappe, la grandeur de l'homme commence quand il commence à se voir tel qu'il est. Et est-ce que finalement, le dernier témoin, ce n'est pas une grande leçon d'humilité ? Dans la quête de ce livre, il y a une question centrale qui est la question de la transmission et la question de l'identité, bien sûr. La question de la transmission parce que tout être humain se pose la question de ce qui restera, de ce qui sera susceptible d'être transmis. Et donc, l'idée d'imaginer la fin de l'humanité pose la question de ce qui adviendrait au terme de cette catastrophe qui serait la disparition de l'humain. Or, s'intéresser à l'humain et donc à l'humanité, c'est essayer de développer les qualités qui font que cette humanité a un sens par rapport à l'état de nature ou à l'état animal. Et finalement, on se rend compte que nous ne sommes pas assez soucieux de la part d'humain en nous. Et que nous avons tendance à sous-estimer à quel point cette part de l'humain mérite d'être développée. Ce n'est pas quelque chose de spontané et ce n'est pas quelque chose de naturel. L'humain, ce n'est pas simplement de respirer, de manger, de se contenter de se lever le matin. L'humain, ce n'est pas quelque chose d'acquis. Ce n'est pas quelque chose non plus d'inné. C'est quelque chose qui demande en permanence d'être défendu. Et c'est ça qui m'a intéressé, c'est que l'arbre, lui, qui a observé les hommes, les femmes, qui a vu ce qu'était cette humanité dans ses souffrances, mais en même temps dans ses espoirs,
il a gardé l'idée d'un humain qui était capable de valoir et de mériter d'être défendu au-delà de toutes les fatalités. Et finalement, cette infra-humanité qui, au lendemain de la catastrophe, voit apparaître des êtres de cendres, une espèce quasi animale, eh bien, pour arriver à ce que cette espèce quasi animale s'élève aux dimensions de l'humain, c'est-à-dire des sentiments qui élèvent, y compris physiquement, mais bien sûr moralement, cette infra-humanité, eh bien, on se rend compte que c'est un long chemin. Ce n'est pas quelque chose de simple. Les premières pulsions, les premiers désirs se portent vers des rivalités, se portent vers des soifs de destruction ou de conquête, avant d'arriver à ce qui fait l'humanité, le sens du juste, le sens du beau, le sens du vrai, le sens de l'autre. On se rend compte qu'il faut de longues étapes. Et le fait que cet arbre soit porteur de cette humanité, mais qu'il ne renvoie pas, dans un premier temps, à ces êtres, qu'il ne renvoie pas l'image qui est la leur, eh bien, les brutalise, les choque, les traumatise. Et c'est donc un long apprentissage. Et c'est là où on se rend compte à quel point l'humain relève d'un long apprentissage. Ça demande donc d'être sauvegardé, d'être défendu, d'être éclairé, d'être accueilli. Il faut, dans le fond, pour être un homme, il faut prendre le temps, et ma conviction, c'est qu'il faut prendre le temps sur le reste de nos activités, sur le reste d'une journée, pour se retrouver et pour s'élever par rapport à ce que notre nature instinctive et primitive a tendance à sécréter et créer, et qui n'est pas toujours très humain. Donc être humain, c'est dominer, maîtriser la part en soi qui trop souvent est étouffée par une vie subie ou une vie instinctive. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour. C'est une question qui n'est pas directement liée à votre livre, mais sur l'ensemble de vos œuvres. Si les Français vous donnaient l'occasion de revenir aux affaires, par exemple au poste le plus haut, défendriez-vous la langue française qui me semble passablement menacée aussi bien en France qu'ailleurs? La langue française fait partie du combat de tous ceux qui sont attachés à la nation française et à l'identité française. La force d'une langue, c'est pas simplement, nous le savons tous, de pouvoir communiquer, de pouvoir respecter des codes linguistiques. C'est surtout de pouvoir pérenniser une façon d'être, une façon de penser, une façon de vivre, une façon d'échanger avec ses subtilités, avec ses richesses, avec sa mémoire. L'appauvrissement d'une langue, pourquoi c'est grave? C'est grave parce que ça s'accompagne d'un appauvrissement des sentiments. Ça s'accompagne d'un appauvrissement des capacités que nous avons à nous parler avec toutes les subtilités qu'autorise la langue. Donc c'est toujours un drame que de voir une langue disparaître. Et une langue qui n'est pas vivante, qui ne se développe pas, c'est forcément une langue qui s'appauvrit. Et c'est pour cela que je suis très attaché à l'apprentissage de la langue à travers l'école, mais au-delà de l'école, la possibilité de développer cette connaissance de la langue à tous les âges. Et la lecture est certainement le moyen le plus important, le plus susceptible de faciliter cette capacité à se parler, à s'écouter, à se comprendre. Donc je crois qu'effectivement, cela fait partie des grandes missions de ceux qui nous dirigent. C'est la vocation de certains ministères et c'est la vocation des hommes publics, mais pas uniquement les hommes politiques, de tous ceux qui ont une parcelle de responsabilité que d'essayer de maintenir cette langue. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille écarter des façons plus libres de parler, des modes artistiques qui jouent et s'amusent avec la langue. La langue a toujours été enrichie par ceux-là même qui, aventuriers de la poésie, du cinéma ou d'autres arts, étaient capables de lui donner une nouvelle texture, une nouvelle élasticité, une nouvelle ampleur. Nous sommes considérablement aujourd'hui enrichis par la littérature francophone de l'outre-mer et d'ailleurs. Les grands écrivains des Antilles, les grands écrivains du Maghreb nous apportent un autre regard sur la langue. Et vous, pardonnez-moi, d'autres écrivains dont la langue maternelle n'est pas les français, qui écrivent en français, il y a énormément. Absolument. Et je pense que c'est une chance. C'est un élément de la vitalité française.
les auteurs, chanteurs québécois apportent à la langue une épaisseur, un étonnement. Ils nous permettent de redécouvrir notre propre langue à travers certains mots qui ne sont plus d'usage en métropole, et de la même façon pour certains grands écrivains du Maghreb ou d'Afrique noire. Donc c'est une chance que cette diversité, c'est une chance pour notre pays d'avoir un pied sur chacun des continents, et il faut donc continuer à la faire vivre très intensément, et certains de nos grands présidents, je pense à Georges Pompidou ou Général de Gaulle, étaient particulièrement soucieux, François Mitterrand, particulièrement soucieux de la défense de cette langue. C'est une des missions, effectivement, de ceux qui dirigent.